Bienvenue à tous pour suivre avec nous ce focus de la semaine consacré aux faits saillants de l'actualité nationale, régionale mais aussi internationale. Et nous entamons ce focus par cette visite du mont Uhud des pèlerins djiboutiens qui se sont ensuite rendus à la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La suite avec Samatar Saïd. Dans le cadre du programme spirituel et culturel du pèlerinage, les pèlerins djiboutiens ont effectué hier une visite émouvante au mont Uhud, lieu emblématique de l'histoire d'islam. Cette visite, organisée sous l'encadrement attentif de la délégation officielle djiboutienne du Hajj, a permis aux fidèles de se recueillir sur les lieux de la célèbre bataille et de méditer sur l'enseignement tiré de cet événement historique. Accompagnés par des guides religieux et des membres de la délégation, les pèlerins ont également rendu hommage aux martyrs de la bataille, notamment rappelant que l'oncle du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont la tombe se trouve au pied du mont. Le chef de la délégation djiboutienne, Ismaël Hassan, a salué la discipline, la ferveur des pèlerins, tout en soulignant l'importance de cette visite dans la préparation spirituelle des fidèles avant l'accomplissement du rite du Hajj. Il a appelé que la mission de la délégation est d'assurer le bien-être et la sécurité de l'accompagnement religieux et l'ensemble des pèlerins djiboutiens tout au long de leur séjour. Toujours dans ce cadre de leur pèlerinage au lieu saint de l'islam, les pèlerins djiboutiens ont également effectué une visite empreinte de piété à la mosquée de Qubba, située au sud de la ville de Médine. Il s'agit là de la première mosquée construite par le prophète après son immigration depuis la Mecque. Accueillis dans une atmosphère de recueillement et de ferveur religieuse, les pèlerins ont pu accomplir au rythme des unités de prière dans cette mosquée, dont la valeur spirituelle est hautement reconnue dans la tradition islamique. Selon un hadith authentique, une prière dans la mosquée de Qubba équivaut à une umrah. Cette visite marque une étape importante dans l'itinéraire des pèlerins djiboutiens avant leur départ vers la Mecque pour l'accomplissement du grand pèlerinage. Les autorités djiboutiennes en charge de l'encadrement du Hajj ont salué le bon déroulement de cette étape de la discipline des pèlerins, soulignant les efforts déployés pour garantir leur bien-être tout au long de leur séjour. Sur place, notre confrère Khadr Abdillahi et Jamal Ateye ont immortalisé ces moments forts à travers des images capturant la profondeur de la foi et la fraternité entre pèlerins. لبيك لا شريك لك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Dans l'actualité nationale, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, s'est rendu dans les 3 localités de la région d'Ali Sabieh. Explication. Eh bien, dans le cadre de sa tournée dans les régions de l'intérieur, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a entamé une mission de terrain d'envergure dans la région d'Ali Sabieh, marquée par 3 étapes majeures, à savoir Assamo, Hobolle et Goudjano. Cette tournée symbolise une volonté claire de l'État djiboutien de réduire les inégalités d'accès aux soins, d'implanter durablement des services de santé dans des zones rurales enclavées. C'est à Assamo, dans la sous-préfecture de Ali Adé, que le ministre a donné le coup d'envoi de cette tournée, accueilli avec faste par une population en liesse les plus hautes autorités locales, à savoir le préfet Abdou Malik Mohamed Banoïta, le président du conseil régional Sharmaki Hassan Alaleh et le sous-préfet Shaban Daher Moussa et d'autres dignitaires civils et militaires. Dr Ahmed Roble Abdillah a été chaleureusement salué au rythme des danses traditionnelles. Avant même son arrivée, la caravane médicale spécialisée avait investi les lieux, installée dans le modeste infrastructure du dispensaire local. Elle a offert pendant 2 jours des soins gratuits à une population venue parfois très loin. Médecins généralistes, spécialistes, pneumologues, ophtalmologues, gynécologues, pédiatres, stomatologues ont répondu présents dans un esprit de solidarité et de service public. Mais au-delà des soins, la visite a été l'occasion d'un échange profond avec la communauté locale réunie sous forme de conciliabilité. Les chefs coutumiers, les jeunes, les femmes et les anciens ont pu exprimer leurs préoccupations. Le ministre a affirmé que cette approche d'écoute s'inscrit dans les orientations stratégiques du président de la République, amener les services essentiels là où l'État a longtemps été absent. Il a annoncé une réforme importante. Les agents de santé affectés dans ces zones seront désormais issus des communautés locales, renforceront ainsi les liens entre la population et ses soignants.
Après Assamo, la délégation ministérielle s'est rendue à Obolei, localité à forte croissance démographique, mais dépourvue de toute infrastructure médicale. Là encore, l'accueil était à l'auteur de l'événement, mêlant ferveur populaire, mobilisation des autorités, préfets, président du conseil régional, élus, directeurs de santé, chefs coutumiers et habitants. Face à une population mobilisée et pleine d'espoir, Dr Ahmed Roble Abdillah a pris le temps d'écouter les doléances, d'échanges directement avec les leaders communautaires, religieux, les associations féminines. Ces derniers ont exprimé leur reconnaissance pour les projets déjà réalisés dans la localité, notamment une école primaire, plusieurs forages d'eau, tout en appelant à ce que le domaine de santé bénéficie de la même attention. Le ministre a répondu sans ambiguïté à une poste de santé sera bientôt construite à Obolei. En attendant, des équipes mobiles composées de médecins, sages-femmes, nutritionnistes et agents de vaccination seront déployées tous les 2 jours afin d'assurer un service médical de base. Cette annonce a été saluée par la population qui voit en elle un signal fort de l'engagement de l'État en faveur de l'équité sanitaire. Dernière étape de cette tournée, c'est Good Adjunno. Goudjenno, village agricole reculé situé dans le relief aride d'Assejouk. Accueilli par une foule nombreuse, les autorités locales, le ministre de la Santé est venu constater les conditions de vie d'une population confrontée à une précarité sanitaire extrême. Ici, les urgences deviennent des tragédies, faute de structure. Les accouchements se déroulent encore trop souvent à domicile. Mais à Goudjenno, le ministre n'est pas venu les mains vides. Et une caravane médicale conjointe du CHU de Djibouti, de l'hôpital régional d'Ali Sebier a été déployée pour prodiguer des soins essentiels à des dizaines de patients venus parfois de villages encore plus isolés comme Gestir. Sous un grand acacia, symbole d'abri et de dialogue, les habitants ont exprimé sans retour leurs besoins et leurs souffrances. En réponse, Dr Ahmed Roble Abdillah a posé la première pierre du futur poste de santé de Goudjenno, entouré du préfet et du président du conseil régional. Ce geste à la fois simple et profond, symbolique, incarne l'engagement à l'État et ne laisse aucune communauté en marge à travers cette tournée. Dans les confins de la région d'Ali Sebier, le ministre de la Santé a apporté un message fort, celui d'une santé publique en mouvement, à l'écoute et résolument tournée vers les plus vulnérables en mettant l'humain au centre de l'action. L'État entend faire de chaque localité, aussi éloignée soit-elle, un maillon part entière du système de santé national. Également dans l'actualité, il y a ce lancement des éclaireurs djiboutiens. Je vous propose de suivre ce commentaire pour en savoir plus. Le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, en partenariat avec l'Association pour la promotion de l'éducation physique et du sport scolaire, a inauguré les éclaireurs de Djibouti lors d'une cérémonie qui s'est tenue à l'école d'excellence. L'événement a été présidé par le ministre, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, accompagné de ses collègues, à savoir Redouane Abdillahi Badon, ministre de la Communication, et Mme Mouna Ousmane Aden, ministre de la Femme et de la Famille, ainsi que le préfet de la ville de Djibouti. À son arrivée, le ministre et les officiers ont été chaleureusement accueillis par les participants. La cérémonie a débuté par l'hymne national, suivi d'un sermon de 110 élèves, 30 enseignants issus de tous les établissements scolaires de la capitale et de ces régions du pays. Ces derniers ont pu ainsi marquer leur engagement dans le premier mouvement des éclaireurs, encadré par l'APS. Cette première génération d'éclaireurs a été sélectionnée à la suite de la Semaine nationale du bénévolat et du civisme, qui a mis en avant les activités socio-éducatives à travers les établissements scolaires. Les valeurs fondamentales des éclaireurs incluent le respect, la solidarité, la responsabilité, le sens du service, des principes essentiels pour le développement personnel et leur intégration dans la vie communautaire. Mme Mouna Ousmane Aden a exprimé son soutien et cette initiative, saluant l'engagement du MENFOP dans ce programme de patriotisme. M. Moustapha Mohamed Mahamoud, le ministre, a également rendu hommage aux pionniers du bénévolat et a souligné que ce mouvement vise à forger une jeunesse citoyenne ancrée dans les valeurs culturelles et islamiques du pays. Session de formation sur les nouvelles pratiques archivistiques qui se sont tenues donc lors d'une cérémonie. Les détails dans cette séquence. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en étroite collaboration avec le secrétariat général du gouvernement et l'ambassade du Royaume-Uni à Djibouti, a organisé une initiative de formation d'envergure visant à moderniser et à renforcer les pratiques d'archivage au sein de l'administration djiboutienne. Cette série de sessions s'est déroulée dans la salle d'auditorium d'Archives nationales, abordée à la fois les méthodes traditionnelles de gestion documentaire et les enjeux cruciaux de l'archivage numérique. La cérémonie de lancement de cette formation a été présidée par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumen Assoubi, et a vu la participation le directeur général de l'ANCI, Mustafa Mohamed Ismail, et le directeur général de l'ANPC, Mohamed Hussein, l'ambassadeur du Royaume-Uni à Djibouti.
Étaient présents également à cet événement des représentants des institutions partenaires, des experts en archivistes, ainsi que des professionnels du domaine issus de plusieurs ministères, organismes publics. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités institutionnelles en matière de gestion, de conservation et de valorisation des archives nationales. Elle vise à promouvoir des standards professionnels, modernes et efficaces dans le traitement des documentaires et l'organisation des fonds d'archives. Durant cette semaine de formation, les participants avaient l'opportunité de bénéficier d'un programme riche et varié, animé par des formateurs locaux, internationaux. Les thématiques abordées incluaient notamment les normes de classement, la préservation des supports physiques et numériques, la numérisation des archives ainsi que la législation en vigueur en matière de gestion des documentaires. Le ministre des Finances a procédé à une signature de convention. De quoi était-il question? Réponse dans cette séquence. Un nouveau souffle pour l'insertion professionnelle des jeunes a eu lieu. Une importante cérémonie s'est déroulée au ministère de l'économie et des finances présidée par le ministre lui-même, Ilyas Moussé-Doualé. Elle marque la signature d'une convention de financement d'un montant de 3,8 millions d'euros, soit environ 763 millions de francs Djibouti, destinés à renforcer les efforts du pays en matière de développement socio-économique avec un accent particulier sur l'emploi des jeunes. Ce projet baptisé Union européenne Jeunesse Djibouti est le fruit d'un partenariat entre l'Union européenne, l'Agence française de développement et les autorités djiboutiennes. Il intervient à un moment crucial, alors que le taux de chômage chez les jeunes reste préoccupant, malgré le dynamique observé dans certains secteurs stratégiques de l'économie nationale. L'objectif principal du programme est améliorer l'employabilité des jeunes, notamment des femmes, et renforcer le dialogue entre les acteurs et la formation, ceux du monde économique, afin de mieux aligner les compétences produites sur les besoins réels du marché du travail. Parmi les personnalités présentes figuraient Mme Denissa Elena Junet, ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti, Mme Dana Percasso, ambassadrice de France, ainsi que M. Eric Dakep, directeur de l'AFD à Djibouti, le ministre du Travail, Omar Abdi Saïd, et Youssouf Moussé-Doualé, président de la Chambre de commerce de Djibouti, étaient également présents, soulignant l'importance d'une mobilisation collective autour de cette cause. En sport, il y a eu cette 24e finale de la Coupe de Djibouti qui a vu donc la victoire du FC Port. Explication. La Fédération djiboutienne de football a organisé la finale tant attendue de la 24e édition de la Coupe de Djibouti, un événement marquant dans le calendrier sportif national. Cette année, deux clubs prestigieux se sont affrontés pour décrocher le titre de champion. Arta Solar 7, tenant du titre et l'équipe la plus titrée des dernières saisons, le FC Port qui n'avait plus remporté la Coupe depuis 2013. Le match d'une grande intensité et d'un niveau élevé a vu le FC Port s'imposer à 1-0. Cette victoire, après une attente de plus de 12 ans, revêt une signification particulière pour le club de supporters. Le FC Port a su faire preuve de discipline, de rigueur tactique et d'une solide cohésion d'équipe pour surmonter le champion en titre Arta Solar 7. Le FC Port, avec ce succès, devient un challenger redoutable et offre à ses supporters un moment historique qu'il attendait depuis plus d'une décennie. Et de là, nous passons à l'actualité régionale, dont la capitale somalienne a été submergée par des pluies diluviennes qui ont coûté la vie à plusieurs personnes. La capitale somalienne, à Mogadiscio, a connu ces dernières heures de fortes précipitations provoquant d'importantes pertes humaines et matérielles. Les inondations ont entraîné la mort de plusieurs personnes, l'effondrement des maisons et la déstructuration de routes principales à travers la ville. Le porte-parole de l'administration de la région Benadir, Salah Hassan Omar, a confirmé à la presse que 7 personnes ont perdu la vie à la suite des inondations. Il a précisé que les crues ont également causé la destruction de nombreuses habitations. Ainsi, en réponse à cette situation d'urgence, le premier ministre somalien, Hamza Abdi Barre, a annoncé la mise en place d'un comité ministériel d'urgence. Ce comité est composé des responsables du gouvernement fédéral, de l'administration de la région Benadir et de l'agence de gestion des catastrophes naturelles. Il aura pour mission de coordonner opérations de secours et de répondre efficacement aux conséquences de cette catastrophe naturelle. Par ailleurs, plusieurs quartiers de Mogadiscio restent submergés tandis que les équipes de secours poursuivent leurs efforts pour évacuer les sinistres. Également dans l'actualité internationale, le président américain Donald Trump a rencontré le nouveau président syrien qui ouvre une nouvelle ère de démocratie entre les deux pays, et ce depuis plus de 25 ans. Explication. Le président américain Donald Trump est arrivé en Arabie Saoudite dans le cadre d'une tournée régionale qu'il a qualifiée historique, marquant ainsi son premier déplacement à l'étranger depuis son élection. Ce voyage revêt d'une importance politique et économique majeure, compte tenu du contexte régional tendu et le rôle stratégique de Riyad en matière de sécurité d'énergie et de lutte contre le terrorisme. Cette visite, qui intervient 8 ans après sa première en Arabie Saoudite, souligne la continuité du partenariat stratégique entre les deux pays. Le département d'État américain, de son côté, souligne que le visite du président Trump ne manquera pas de mettre en lumière l'implication de Riyad dans l'accueil des négociations
appréciations sur la guerre en Ukraine ainsi que son rôle actif dans l'apaisement des tensions entre au Soudan et au Yémen. Samuel Weber, porte-parole régional du département d'État, a déclaré que les États-Unis apprécient les initiatives saoudiennes en faveur des solutions politiques au conflit, ainsi qu'à leurs efforts constants pour sécuriser les marchés mondiaux de l'énergie, à contribuer à la stabilité régionale par des moyens diplomatiques à la fois régionaux et internationaux. Sur ce, notre focus touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis.